Donc IT, c'est bien Information Technology, et c'est bien la traduction numérique en français. Donc la table ronde, elle a effectivement abordé les impacts du numérique et quelles mutations on peut voir. Et avant d'introduire le sujet, les enjeux, les constats clés, ce que j'aimerais comprendre, c'est quelles sont les idées reçues que vous avez en tête sur le sujet. Et si vous pouviez juste, on a très peu de temps chacun de parole, mais si vous pouviez juste jeter les mots-clés comme ça, sans réfléchir, allez-y. Moi j'ai l'obsolescence. Obsolescence programmée. Consommation d'énergie. Consommation d'énergie. Terre rare. Terre rare. Big data. Big data. D'accord. Pour vous, l'impact, il est dans les data centers, il est dans vos équipements à vous, il est où? Besoin des clients aussi qui évoluent sans Dans les clients, dans les data centers. Et si vous aviez décidé tous ensemble, vous diriez que c'est data center ou votre ordinateur? C'est là ou c'est là-bas? Ah, c'est là-bas. C'est le gros. C'est l'équipe. Travaille bien les médias. D'accord, ok. Je vous pose ces questions parce qu'il y a pas mal d'idées reçues, de contre-vérités qui sont portées par les médias de façon massive. Donc c'était pour prendre un peu la température. Okay. Ben, on va pouvoir attaquer sur celle après. Donc les impacts environnementaux numériques, ils ont lieu à toutes les étapes du cycle de vie, évidemment. Mais essentiellement, on va dire pour caractériser, on a 80% des impacts qui ont lieu lors de la fabrication. Et ces impacts, on reviendra après sur les différentes étapes du cycle de vie. Ces impacts, ils sont variés, c'est-à-dire qu'on a autant de l'épuisement de terres rares, de ressources naturelles non renouvelables, que j'ai entendu, la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, des pollutions, enfin, on a vraiment la panoplie complète dans notre domaine. Et on est d'ailleurs une des industries, l'industrie informatique, qui est celle qui produit les objets les plus polluants, les moins biodégradables, et qui vont avoir le plus d'impact sanitaire, quelque part. Si on met de côté l'industrie chimique, globalement, 70% des métaux lourds dans les décharges américaines proviennent d'équipements électroniques. On pourrait vous en citer des tonnes comme ça. Les déchets électroniques, il y a toute une législation en Europe sur les déchets électroniques, tellement c'est dangereux pour la santé. Il y a des directives européennes, une palanquée. Et il y a tellement de trafic autour de ces déchets, puisque ce sont les nouvelles mines d'or, que c'est Interpol aujourd'hui qui gère ça. Interpol, vous savez, qui gère le grand banditisme, en fait, s'intéresse aujourd'hui, mène des études et met en place des programmes pour lutter contre les trafics de déchets électroniques en Europe. 70% des déchets électroniques font l'objet d'un trafic illégal dans le monde. C'est vous dire un petit peu l'enjeu sanitaire qu'il peut y avoir sur la fin de vie, par exemple. Puis en termes d'épuisement de ressources, juste pour vous donner un chiffre clé, fabriquer une voiture, il faut à peu près 54 fois son poids en matière première. Fabriquer une barrette mémoire ou un microprocesseur, il faut 16 000 fois son poids en matière. Donc on a des a priori. Alors moi je fais du Green IT, donc j'ai un petit téléphone, téléphone, tout ça, mais ça marche pour les smartphones. On a des a priori, souvent on voit un réfrigérateur, on se dit il y a beaucoup de matière dedans comparé à ce petit téléphone, alors que proportionnellement il n'y a quasiment rien qu'on fabrique qui soit aussi intensif en matière première que l'électronique. Donc voilà, donc on a vraiment différents types d'impacts, différents enjeux environnementaux, et quand on va travailler en éco-conception, que ce soit sur le logiciel ou sur le matériel, on va essayer d'adresser tous ces impacts. Et donc pour adresser ces différents impacts, il va falloir comprendre où est-ce qu'ils se situent. Et clairement, toutes les analyses de cycle de vie multicritères indépendants, elles expliquent que c'est il y a le plus de barres, c'est-à-dire lors de la fabrication des composantes électroniques. On va avoir des petites nuances pour un serveur, par exemple, ou un équipement réseau qui va fonctionner 24 heures sur 24, 365 jours par an, où la part de l'énergie va augmenter un petit peu plus significativement les impacts sur la phase d'utilisation. Mais globalement, le problème, c'est la fabrication. Donc si le problème, c'est la fabrication, il faut en fabriquer moins, pour avoir moins d'impact. Donc si on veut en fabriquer moins, il faut utiliser plus longtemps ce qu'on possède, les équipements existants. Et toute la question donc, de l'éco-conception dans le domaine du numérique, ça va être essentiellement tourné vers comment on allonge la durée de vie des équipements. Et finalement, ça répond à un mot-clé que j'ai entendu, ça répond à la question de comment on lutte contre l'obsolescence programmée. Donc la question qui vient derrière, c'est, ok, il faut allonger la durée de vie des équipements, est-ce qu'on progresse d'après vous? Est-ce qu'on allonge la durée de vie des équipements électroniques? Des smartphones, des tablettes, des téléphones, Oui? Qui dit oui? Qui dit non? Levez la main. Pour voir si... Oui, il y a un fort consensus. Effectivement, vous avez raison. Je pense qu'on le vit tous avec nos équipements à titre individuel, mais c'est aussi le cas dans les entreprises. Globalement, la durée de vie d'un ordinateur portable a été divisée par 3 en 30 ans. Donc ça donne un petit peu un repère. Alors c'est bien plus pour un téléphone, puisque finalement les téléphones analogiques qui ont 50 ans fonctionnent toujours.
Vous savez, on tournait le cadran, avec fonction pure, si on voulait faire fonctionner. Et ça a une durée de vie de 18 mois à 24 mois, donc forcément, on voit que les cartes se posent. Alors évidemment, il y a différentes raisons à cette obsolescence accélérée des équipements. Il y a le fait que ça se transporte, et quand ça tombe, ça casse plus facilement qu'un équipement qu'on ne transporte pas. Et puis après, il y a toutes nos exigences, on veut des trucs légers, ronds, jolis, et puis finalement, pour que ça soit léger, rond, joli, eh bien, on va avoir des form factors, des designs. Par exemple, pour cet ordinateur, on ne peut plus enlever la batterie. Donc en fait, on change l'ordinateur au lieu de changer juste la batterie. C'est un peu comme quand vous avez crevé une roue ou pour l'autoroute, vous changez la voiture, je veux dire. Changer la roue, ça se fait plus, maintenant on change la voiture. C'est ce qu'on fait dans le domaine informatique. Et c'est un peu hallucinant, et dans ce domaine-là, on réagit comme ça. Donc il y a plein de questions à se poser sur les facteurs d'obsolescence. Il y en a un qui me semble essentiel, et vous le connaissez tous. Est-ce que vous avez déjà mis à jour votre smartphone? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui l'ont fait? Ça rame. Voilà. Et donc finalement, on ne change pas nos équipements, on change pas nos équipements parce qu'ils ne fonctionnent plus. Il y a des études qui montrent qu'il y a 80% des équipements électroniques qui sortent d'une entreprise qui fonctionnent parfaitement. On les change parce qu'ils rament. Donc finalement, si on veut éco-concevoir un service numérique dans son ensemble, c'est-à-dire autant penser le service dans son ensemble, par exemple je vends des billets de train en ligne, il va falloir s'intéresser au matériel, au logiciel, et surtout au logiciel, puisque ce qui fait qu'on change les équipements, c'est la gourmandise, c'est l'obésité, c'est le gras numérique finalement, c'est l'obésité du logiciel. Et je vous ai mis quelques chiffres clés qui montrent que c'est un constat qu'on fait dans toutes les technos, toutes les architectures, tous les domaines. Il faut 114 fois plus de mémoire vive qu'il y a 15 ans pour écrire le même texte dans Word, grâce à des souvenirs. Malheureusement, vous n'avez pas 114 fois plus. Et vous n'êtes pas 114 fois plus intelligent et intelligent. On aimerait bien, mais c'est pas le cas. Et c'est exactement la même chose pour les sites web. Il faut 115 fois plus d'octets, transporter 115 fois plus de données pour trouver une adresse sur pagejaune.fr, pour trouver un site dans Google, pour lire un article sur le monde, pour réserver un billet de train, ça ne va pas plus vite, sauf qu'ils font 115 fois plus de gras numérique. Et donc, l'éco-conception numérique qui va nous intéresser, le changement qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est de se dire que le gras bio, c'est super, mais ça soit bio, mais ça reste du gras. Et donc on va travailler sur le fait d'enlever tout ce gras numérique et trouver des solutions pour s'assurer que le service dans son ensemble délivre ce qui est attendu par l'utilisateur, mais en consommant le moins de ressources informatiques possible. Donc, pour lutter un peu contre les idées reçues, on ne s'intéresse pas à l'énergie, on s'en fout. La consommation d'électricité sur la phase d'utilisation, ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu pour nous, les gaz à effet de serre, etc., sur la phase d'utilisation, ce n'est pas l'enjeu. Ça va être l'eau, puisque vous savez tous, 1 kWh électrique en France, son principal impact, c'est 4 litres d'eau douce. On ne met pas de gaz à effet de serre. Donc nous, ce qu'on va chercher vraiment, c'est réduire la quantité de serveurs, la quantité de bandes passantes, la quantité de mémoire, la puissance finalement de vos équipements nécessaires pour faire fonctionner le logiciel. Donc finalement, si je conçois des logiciels légers, maigres, entre guillemets, eh bien, je vais me retrouver avec des logiciels qui peuvent fonctionner très longtemps sur des équipements vieillissants. Je vais pouvoir, si on dit, moi j'ai un ordinateur qui a 10 ans, je vais pouvoir faire fonctionner des logiciels encore longtemps sur cet ordinateur. Et donc comme ça, on va pouvoir sauter un renouvellement, 2 renouvellements, que ce soit un smartphone, un écran, peut-être pas un écran, un smartphone, un ordinateur, un serveur, et on va faire le job. Et pour y parvenir, il faut vraiment se mettre dans la posture de la frugalité, de la sobriété. Je ne vais pas vanter le mérite de la sobriété heureuse, mais c'est vraiment une démarche de se concentrer sur l'essentiel. Et vous allez voir, peut-être dans la conclusion, dans les exemples qu'on va vous donner. Oui, vas-y, enfin, je dis toujours pas. D'accord. Vous allez voir que globalement, il va falloir se concentrer sur l'usage, c'est-à-dire que l'éco-conception numérique, l'éco-conception logicielle, c'est avant tout une question d'usage, de fonctionnel, avant d'être une question de ligne de code. On s'en fout des lignes de code. Je suis un peu vulgaire, mais j'essaie de faire passer les messages. Vraiment, l'important, c'est pas comment on va écrire la ligne de code, c'est pourquoi on va l'écrire et pour faire quoi, et dans quel ordre. C'est ça qui va compter. Je vous montrerai des exemples en conclusion. On va enfoncer le clou après les exemples qu'on va entendre maintenant. Et vraiment, c'est ça, c'est vraiment ça que vous teniez de cet atelier, c'est vraiment ce message-là que je voudrais. Juste pour vous donner un chiffre clé pour positionner, parce que je ne l'ai pas fait, et puis après je me tais, je suis pas là. L'empreinte du web, juste l'Internet, okay. Ça c'est un usage que vous connaissez tous. Hein. L'empreinte de l'Internet, c'est 2 fois celui de la France, en consommation d'énergie, en émission de gaz à effet de serre, en consommation d'eau. Juste votre usage.
Votre usage quotidien, c'est 340 sur une année. Vous, en tant qu'internaute, c'est 346 kWh d'énergie, c'est 200 kg de gaz à effet de serre, c'est 3000 litres d'eau. Et on n'a pas parlé des data centers. S'il a un âge Là, plus tu les as mis dedans. je ne sais pas si vous vous rendez compte si ces chiffres vous parlent, mais c'est vraiment assez élevé en fait. 346 kWh d'énergie, c'est la consommation électrique de 10 Haïtiens, de 10 vraies personnes. Juste pour aller sur Internet. 3000 litres d'eau, il faut 3 litres d'eau à un être humain pour survivre par jour, même moins. Vous voyez, c'est moins de 1000 jours de survie pour un être humain. Il y a 80 millions de personnes qui meurent tous les ans parce que c'est pas assez. Enfin, je ne dis pas ça pour culpabiliser, j'essaie juste de positionner le sujet. Je pense que le chiffre 2 fois la France juste pour Internet, ça pose le sujet.